Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. Aujourd'hui, notre invité, c'est M. Robert Marquette, qui est actuellement président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Mais il a tout un parcours à nous raconter. Il est né à Saint-Hyacinthe, mais dans le fond, il n'est pas vraiment né à Saint-Hyacinthe. Il est né à Sainte-Rosalie. Puis Sainte-Rosalie, bien, aujourd'hui, c'est fusionné, mais lui, à l'époque, il n'était pas encore dans Saint-Hyacinthe. Fait que j'aimerais te remercier, Robert, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va parler avec toi, là. J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu, là, quand tu es né, puis tout ça, puis quand tu as quitté la ville. Puis ce qui m'importe de savoir avec toi, là, c'est que tu es revenu à Saint-Hyacinthe. Oui. Puis parce que nos émissions, on parle d'histoire, on parle de l'histoire des gens, mais on parle beaucoup de Saint-Hyacinthe. Et c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Oui. Alors, je suis né à Sainte-Rosalie, sur la rue du Couvent, qui porte le nom de la rue Marquette, parce que le grand-père a été maire, là. Ton grand-père à toi? Oui, Alfred Marquette. Il était marchand général un temps. Il y avait le moulin à farine, puis c'était un gars qui construisait des maisons. Alors, c'était ça, c'était disons, le petit Shylock de la place, on peut dire. C'était une caricature, là, mais c'est ça. Et je suis resté là à Sainte-Rosalie jusqu'à l'âge de 4 ans. À 4 ans, la famille a déménagé à Ville-Jean-Cartier, comme tel. Ville-Jean-Cartier, c'est maintenant fusionné à Longueuil, avec Longueuil. Depuis longtemps, avant. Alors, c'est un quartier plus rough parce que Ville-Jean-Cartier a été fondé par des gens qui venaient de Saint-Henri et de Pointe-Saint-Charles, puis qui voulaient sortir de leur quartier de Montréal, puis qui voulaient se refaire une vie différente à Ville-Jean-Cartier. Alors, c'était pauvre. C'était une ville, effectivement, qui était pauvre, mais qui était limitrophe à Longueuil, puis limitrophe aussi avec Saint-Lambert, qui, eux autres, étaient des villes riches par rapport à Ville-Jean-Cartier. À Ville-Jean-Cartier, moi, j'ai été chanceux d'une certaine façon, c'est que j'ai été au collège assez rapidement. Parce que, j'étais batailleur un peu, mais c'était les gens qui n'aiment chercher. Okay. Moi, jamais j'attaquais qui que ce soit. De ce que je sais de toi, t'es quelqu'un qui t'en laisse pas imposer dans ta vie, mais dans tes opinions, dans tout. T'es un défenseur, toi. Oui, c'est pour ça que ma carrière, ça a été de défendre des gens dans le monde syndical. Mais si je reviens à ma jeunesse, j'ai été au collège à Montréal comme tel. Où est la place des Arts? T'habitais là? À Montréal. Oui. T'étais là, t'avais une sortie par mois, là. OK. Une fin de semaine. Comment il s'appelait, ton collège? Ça s'appelait Dominique Savio à l'époque. C'était... il y avait beaucoup d'orphelins qui étaient dans ce collège-là, puis tu avais des jeunes là, qui avaient besoin d'être encadrés. Tu me dis où est la place des Arts, mais c'est pas loin où était le Faubourg Amnas? Oui, c'est ça. C'était... La place des Arts s'est construite quand ils ont décidé de fermer le collège Dominique Savio et de le reconstruire dans l'Est, dans l'Est, mais dans le nord de Montréal, en Antique, dans le quartier Antique. OK. Alors, moi, j'ai été une dizaine d'années au collège, j'ai 11 ans. Et je suis sorti de... Côté contestataire, dans les 4 dernières années que j'étais au collège, j'étais le seul qui était exempté de toute cérémonie religieuse, que ce soit les messes, les prières, ces affaires-là. J'avais contesté par rapport à ça, puis tellement boqué que les religieux qui étaient majoritaires, il y avait des civils qui travaillaient là, mais il y avait aussi des religieux, ils n'étaient pas capables de venir à bout de moi. Ils ont toléré. Tu me parles de la fin des années 50? Je parle des années 50, effectivement, de la fin des années 50. Déjà, là, toi, tu étais début des années 60. Tu étais déjà capable de t'opposer au clergé, à l'éducation religieuse, puis tout ça. Tu étais vraiment un précurseur, là. Contrairement aux jeunes de mon âge à l'époque, moi, je jasais des sciences religieuses. Je jasais des sciences religieuses parce que je lisais beaucoup par rapport à ça. Et c'est ça qui me formait à contester ces croyances-là. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui se passait au niveau spatial.
Alors, j'ai suivi toute l'évolution au niveau spatial. Jusqu'à temps que l'homme et ait toute marché la sur la Lune. nationalisation de l'électricité. J'ai tout suivi ces débats-là. Alors, j'étais politisé. Quand j'allais chez mes parents, le mois où des fois je pouvais avoir les vacances. Bon, j'étais dans la famille. Mon père avait ses défauts, mais c'était un homme politisé. Et il transmettait ses croyances politiques, ses valeurs politiques, puis lui, c'est un nationaliste. OK. Alors, tu sais, dans le fond, là, j'étais, disons, là, Mais je pourrais te dire marqué par ça. Est-ce qu'on pourrait dire, Robert, que tu as suivi le paternel puis tout ça, mais si le paternel avait dit quelque chose qui n'était pas dans ce que toi tu crois, tu ne serais pas là. Non, lui, c'est ça, je suis certain de lui, ça. il était quelqu'un de religieux. Il pratiquait la religion, tandis que moi, j'en avais rien à cirer de ça. C'était un anticlérical. Oui, je l'ai été. Tu étais le Louis-Antoine Dessol des années 50. J'ai été anticlérical, mais après ça, j'ai fait des nuances. Maintenant, je fais des nuances. C'est des croyances. Tu ne voulais pas mettre d'énergie dans ce combat-là. Non, c'est ça. Puis d'un autre côté, tu sais, des croyances, c'est des croyances. Toi, tu crois à quelque chose. Moi, je crois à autre chose. Tant que ça ne fait pas de mal à personne, là. Comme on dit, j'ai eu ma période de contestation très forte. Aujourd'hui, je suis... C'est drôle, hein? J'ai assisté à une conférence à un moment donné sur le patrimoine religieux. Mais c'était pas des bondieuseries, là. C'était réellement là, des valeurs, des choses artistiques, etc. Et aussi ce que les religieux à l'époque, avec leur compréhension de l'époque, défendaient. Et ça m'a réconcilié un peu avec le clergé, en disant, bon, ils ont fait des erreurs, mais ils ont fait du bien. Ils étaient de leur temps. Au 19e siècle, ils ont assuré la santé, l'éducation, la santé, c'est eux autres qui l'ont porté jusque dans les années 60. Tu peux le reconnaître. Ah oui, je reconnais ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et j'ai eu affaire, du fait que je suis aussi sur le conseil d'administration de la Maison de la Famille, j'ai eu appui Solidarité populaire Richelieu-Yamaska qui chapeaute là, 59 organismes communautaires dans la région de Saint-Hyacinthe. J'étais en contact avec des religieuses à des moments donnés et des personnes là, charmantes et des personnes engagées socialement. Mais c'est quelque chose puis les communautés à Saint-Hyacinthe sont engagées socialement. Ils font beaucoup de bien au Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de toi, puis que je pense que beaucoup de gens, là, même nos auditeurs vont le voir, là, cette capacité d'introspection, de regarder, tu sais, t'es pas d'accord avec quelque chose, mais ces gens-là, oui, je suis pas d'accord, mais ces gens-là, ils font ça, ils ont fait du bien. Tu sais, c'est pas noir ou blanc, c'est... Des fois, c'est un aide psychologique pour des gens. Les gens n'ont pas d'autre moyen que de se réfugier là-dedans en pensant que cette croyance-là va permettre de passer à travers les difficultés de la vie. Donc, ça nous amène, ça, tu me dis, 10 ans, ça amène au début des années 60. Des années 60, en 63. 63. Et juste avant... là, au début de la Révolution tranquille, juste avant le rapport parent, alors à peu près, là, tout arrive dans les écoles. Et là, tu poursuis tes études où à Paris? Je poursuis mes études à l'école Monseigneur Georges Gauthier à Montréal. C'est Henri Bourassa. C'est sur Henri Bourassa. Je ne sais pas si elle existe encore, cette école-là, mais il me semble que oui. J'ai déjà vu son nom il y a quelques années. Alors, puis j'allais au collège, mais dans la journée, j'allais à l'école là. À partir de 8e année, tu allais à l'école en dehors. 7e année et moins, tu étais au collège. Tu avais des professeurs de la commission des écoles catholiques de Montréal qui venaient enseigner là. Tes parents habitent toujours à Vigard-Cartier? Oui, les parents habitent encore à Vigard-Cartier à ce moment-là. OK. Puis donc, tes études, tu finis où tes études? Bon, je quitte à la... pendant ma 10e année, je quitte le collège. J'étais rendu, là, j'en avais ma claque. J'avais 17 ans à ce moment-là. J'en avais ma claque. Alors, je suis allé sur le marché du travail, des petits jobs, là, Reitman, bon, des affaires de même. Et j'ai travaillé chez CAE, Canadian Aviation Electronic. Okay. Alors, c'était des simulateurs d'avion. Puis bon, moi, je travaillais dans l'expédition des pièces et des trucs comme ça. Puis à un moment donné, j'ai eu une offre d'un ancien professeur que je connaissais,
qui était rendu directeur d'une école où les gens qui voulaient retourner aux études étaient payés pour retourner aux études. Alors, je suis retourné aux études, j'ai complété ma 10e, j'ai fait ma 11e, puis j'ai fait ma 12e parce que ça existait dans ce temps-là. Et quand je suis sorti de là, bien là, j'ai travaillé comme constable spécial à l'Expo 67. Et j'étais surtout attitré au pavillon canadien, pavillon d'Israël, puis les pavillons des provinces canadiennes. C'était pas mal mon territoire. Sur l'île Notre-Dame. C'est ça, sur l'île Notre-Dame. Quand les visiteurs officiels venaient, j'étais toujours... Un garde du corps. Oui, mais au deuxième. Il y avait les gardes du corps. L'entourage proche, ça c'était leur personnel à eux autres. Puis j'étais, si on peut dire, de la deuxième ligne. Alors, un petit incident, c'est que je me suis occupé d'un des fils de Robert Kennedy, qui était malade, qui a vomi, mes affaires-là. Puis là, ben, je m'étais occupé de lui. Puis alors, j'étais proche de Robert Kennedy, puis de sa femme, puis des autres enfants. Fait que il m'avait remercié du service que j'avais donné. Ça a été bien simple, de trouver de l'eau, puis une serviette pour le nettoyer, bon, ces choses-là. Mais en tout cas, il avait apprécié le geste. Quand l'Expo 67 s'est terminée, je suis rentré travailler dans le secteur carcéral. Alors, je travaillais à l'hôpital psychiatrique de la prison de Bordeaux. Ça, c'était une aile de cette prison-là où tous les détenus qui avaient tué des personnes étaient internés là. Ceux qui avaient des problèmes de santé mentale. Ces choses-là. Qu'est-ce qui t'amène au syndicat? Qu'est-ce qui t'amène vers le syndicat? Chez toi, là, dans le fond de toi? Je pense que ça fait partie de ce que j'étais jeune, parce qu'au collège, les quelques fois que j'ai été impliqué dans des bagarres, souvent c'était pour dépanner d'autres qui étaient mal pris. OK. Puis que je trouvais qu'il y avait un abus. Tu sais, qu'à un moment donné, deux personnes s'échangent une claque à la gueule, ça peut arriver, puis bon, je m'en mêle pas. Mais tu sais, quand à un moment donné, là, c'est trop, là, c'est comme... Quand c'est trop, bien là, à un moment donné, ça prend quelqu'un qui intervienne. T'es celui qui va aller défendre l'opprimé. Oui, puis surtout séparé d'un premier temps, mais quand l'abuseur veut trop il persiste, continuer, bien là... T'es un but de justice. Oui, et de justice. Et de justice sociale. Oui. Justice sociale, ça t'amène dans ton parcours. Là, Ça, à un moment donné, j'ai eu une période où j'étais assez mélangé, puis j'avais consulté quelqu'un. Puis en jasant avec cette personne-là, c'est un psychologue, puis il m'avait dit, où tu es actuellement? J'étais conseiller syndical à ce moment-là, à la CSN. Il dit, où tu es présentement, là? Il dit, regarde ton parcours de vie jusqu'à là. Ça explique pourquoi tu es là. Tu défends les autres. Je suis pas mieux qu'un autre, là. J'aime pas l'injustice, j'aime pas la subir. Puis quand je peux aider d'autres mondes à l'éviter ou à l'amoindrir... Probablement aussi qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas l'injustice. Ah ben oui. Mais ils n'ont pas tous la capacité ou la passion de la défendre comme toi. Il y a de ça, puis des fois, ils ne sont pas placés pour pouvoir le faire. Ouais, OK? Alors que moi, ça a donné... Dans plusieurs événements, j'étais bien placé pour pouvoir le faire. Mais oui, au départ, il faut que tu t'élèves contre l'injustice. Okay. Puis Dieu sait que la société actuelle est passée, l'était injuste. Juste les différences financières là, des gens, les pauvres versus les riches. Le petit 1% qui en a de plus en plus par rapport aux autres. C'est quand tu voyages que tu peux voir que le Québec, le Canada est quand même un État providentiel. C'est vrai. Il y a quand même une équité, il y a quand même une égalité, puis peu importe ton rang social, etc., là, c'est sûr qu'il existe toutes sortes d'arnaques et de fraudes, des paradis fiscaux, etc., puis je pense que comme moi, ça t'horripile, ces choses-là. En effet. Donc, toi, tu es à Montréal tout ce temps-là, tu travailles comme chef syndical, c'est ce qu'on peut dire, président de ton syndicat? Président de mon syndicat. Mais tu travailles dans l'entreprise, mais tu es libéré souvent comme président de syndicat. C'est ça. Ça t'amène à aller, à un moment donné, à la CSN. Oui, c'est ça. Il y a un conseiller syndical qui était affecté. C'est quand que tu reviens à Saint-Hyacinthe? C'est quand? Bon, je suis revenu à Saint-Hyacinthe pas tellement longtemps après. Mettons, ça faisait peut-être 3 ans, 4 ans que je travaillais à la CSN. Et à un moment donné, ils ont ouvert un bureau à Saint-Hyacinthe.
Sur la rue des Sols. Ouais. Maintenant, l'édifice n'existe plus, c'est un stationnement de Intact. Oui, Intact. Bon, alors, j'ai fait toute ma carrière à cet endroit, mais les syndicats que je desservais étaient à l'extérieur de Saint-Hyacinthe. J'ai très peu desservi de syndicats à Saint-Hyacinthe même. Okay. C'était surtout dans la région en montant vers Sherbrooke. OK, l'Estrie, là. Mes syndicats étaient là. Bon, quand j'ai fait mon droit en 82, là, je suis allé travailler à Montréal. J'ai pu arranger mes en droit. Oui, là, j'ai étudié en droit. Je suis allé faire mon droit à l'UQAM. Est-ce que tu l'as terminé? Oui, j'ai terminé. Je suis même devenu membre du barreau. Je suis allé un an à l'école du barreau, c'est à rue Saint-Laurent, et j'ai été avocat là, un certain nombre d'années. Mais c'est tout un parcours de vie pour le petit gars de pour un petit cul de Jacques-Cartier. De Jacques-Cartier, là. Oui, c'est... Oui, puis s'il y a un créateur, je le remercie. Oui, mais il y a un fil dominant, c'est que tu demeures un homme fort et un homme de passion. Et moi, je dis tout le temps, je regarde les gens qui vivent vieux puis qui vivent heureux. C'est des gens qui ont des passions, ce sont des gens qui ont des projets, etc. Donc, toi, tu fais partie de ces gens-là. On peut dire ton âge, là. Oui, j'ai 75 ans. Tu as 75 ans, mais il y a une petite maturité ou une sagesse qui se développe à travers ça? Je pense qu'avec le temps, oui, écoute, en œuvrant dans le monde syndical, oui, tu défends des gens, mais tu as des gens qui sont reconnaissants, puis tu en as d'autres, là, que tout ce qu'ils veulent, c'est te lancer le pot, parce que tu fais partie de l'organisation CSN, puis il faut aussi se mettre dans le contexte. Les années 70, 80, début 90, tu avais tous les mouvements de contestation au Québec. Les groupes communistes, là, j'en avais, moi, dans tous mes syndicats. Okay. Puis, je veux dire, moi, j'étais le bourgeois de la place, puis j'étais le bureaucrate d'une centrale syndicale. Je me faisais traiter de ça. Mais j'essayais de comprendre le pourquoi. OK? Puis, ça m'amenait à doser mes réactions. C'est ça, non, c'est ça, c'est ce dosage-là d'être capable de travailler avec des idéalistes, d'être capable de graviter à travers ça, aller chercher le bon de chacun, puis s'en aller vers un positif. Ça, on le remarque. Mais là, quand tu arrives à Saint-Hyacinthe, tu reviens à Saint-Hyacinthe, tu as travaillé à la CSN, est-ce que tu retournes à Sainte-Rosalie? Je me rappelle, à un moment donné, j'avais assisté à un conventum, un 50e anniversaire de jeunes qui avaient été à l'école de Sainte-Rosalie, se dirigé par des sœurs, je ne me rappelle pas quelle congrégation qui s'occupait de ça. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé avec un paquet de gens qui me connaissaient, parce que moi, quand j'étais à l'école, j'étais peut-être en première, deuxième année, déjà là, je contestais. Puis souvent, ils m'envoyaient dans la classe d'une sœur qui enseignait, je pense, c'est la 4e ou la 5e année, mais c'était reconnu comme une sœur, là, qui avait de la poigne. Alors, j'allais porter mon bonnet d'âne dans cette classe-là, puis elle se tenait proche de moi parce que c'était pas facile. Mais moi, pas facile. Si j'ai pu acquérir un peu de sagesse aussi, je me suis rendu compte que les contestataires qui sont capables d'avoir une bonne répartie puis une bonne neutralité des choses, ce sont eux qui font avancer la société. Oh, chacun fait son petit bout de commandé, puis effectivement. Tu sais, parce qu'une société évolue, puis elle doit s'en aller vers le mieux, là, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est à cause des gens qui contestent des choses pour les améliorer, les changer, et t'en fais partie. Puis est-ce que tu penses, là, on est rendu, là, Robert, à 75 ans, tu es à la Société Saint-Jean-Baptiste, est-ce que tu te vois encore impliqué pendant longtemps? Je te vois plein d'énergie, moi, je pense que je vais être impliqué jusqu'à temps que j'aille les deux pieds dans le cercueil. Je vais toujours avoir, à moins que la santé se détériore, que je ne sois plus capable, mais je vais toujours vouloir faire des choses. Tu sais, moi, je considère que j'ai beaucoup reçu. Et c'est important, quand tu reçois, que tu donnes. Alors, quand les mouvements où je participe, dans le fond, c'est que je redonne ce que j'ai reçu. Puis, même si je redonne, je reçois encore des gens. Donc, toi, des choses. Ça te rend heureux, toi. Moi, ça me guide dans toute... pour toi, l'implication puis le don de toi, c'est une quête de bonheur.
Ah, j'aurais peut-être été un bon curé, peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Quand je regarde, si on se remémore certaines valeurs véhiculées pour les curés, mais non, je n'avais pas le vœu de chasteté entré en moi. Pas du tout. Quand on regarde ma vie, là. Non, mais quand même, c'est pour nos téléspectateurs, moi, ce que j'aime partager dans nos émissions, c'est notre histoire, c'est des gens qui viennent nous raconter. Puis le côté intrinsèque d'eux, puis on voit que dans ton cas, ben, c'est malgré la rigueur, malgré la détermination, puis tout ça, tu es un homme fougueux, il demeure une belle personne, une bonne personne, une honnêteté sans reproche. Je laisse les gens juger, c'est pas. Puis qu'est-ce que tu Mais vois-tu, moi, actuellement, ce qui m'intéresse. Bon, il y a le côté nationaliste. Ma participation à la Société Saint-Jean-Baptiste, au MNQ. Il y a le côté social au niveau de Solidarité populaire Richelieu-Yamaska. Tu as un paquet de monde que tu connais là-dedans. Et il y a le côté Maison de la famille, l'aide à l'immigration. Alors, réfugiés, politiques, puis les immigrants. On a un volet au niveau de l'immigration et moi, ça m'a toujours intéressé. Actuellement, ma femme et moi, on s'occupe d'un Congolais qui est marié avec une Mozambicaine. Sa femme et ses 2 enfants sont arrivés au mois de novembre. Lui est arrivé 2 ans avant, ici. Et on est amis, puis on s'entraide. Et on a été la première famille jumelée avec des Syriens au Québec. Et ça m'a apporté des richesses. Tu sais, l'expérience de vie des Syriens, là. Oh, ben oui. Tu sais, c'est important. Et toi, Robert, ces gens-là, comme les Syriens ou la dame du Mozambique, etc., qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils aiment Saint-Hyacinthe? Bon, d'un premier temps, il faut être bien honnête avec eux autres. Moi, je prends les Agazi, les femmes portent tout le foulard. Je pense que c'est religieux, même si le monsieur n'est pas un fanatique, là. Il est bien à l'aise, mais à tout le moins, il y a une pression sociale. Surtout ça, qui fait que les femmes portent le foulard parce qu'ils sont entourés, ils ne sont jamais tout seuls. Hein. Il y a toujours du monde alentour qui sont de la même origine. Et Lise et moi, on a clarifié ça tout de suite en partant avec les Agazi. Le foulard, ça va à l'encontre de nos valeurs. Mais on est là pour travailler ensemble, vous aider à vous intégrer à Saint-Hyacinthe. Les premières rencontres, on a eu l'aide de traducteurs, mais après ça, on a été capable, quelques mots, puis par des signes, on a été capable de pouvoir interagir. Puis à un moment donné, les enfants ont appris vite le français, OK? C'était pas parfait, mais c'est pas rien, on était capable d'interagir. Et ils ont accepté, les Agazi, la famille a accepté qu'on voit ça de façon différente, mais qu'on continue à être avec eux autres, à les aider, ces affaires-là. Et on a réellement partagé des très beaux moments avec cette famille-là. Et naturellement, on lui a fait visiter des quartiers. On a aussi tenu compte de leur intérêt, qu'est-ce qu'ils voulaient. Bon, eux autres, c'est sûr, leur première priorité, bien souvent, c'est la nourriture. Où je peux trouver le type de nourriture qui convient des épiceries à qui vont vendre. Bon, alors, au début, il n'y avait rien ici à Saint-Hyacinthe. À l'époque, là. Alors, on est allé sur Jean-Talon à Montréal, OK, où là, on a trouvé des épiceries halal, puis bon, ils ont pu s'approvisionner. Et c'est nous autres qui les amenaient et qui les ramenaient. On a partagé des repas ensemble. Ils font de la très bonne bouffe. Ils en font même trop. Le problème, à tous les fois qu'on a eu à partager des repas avec eux autres, ils en faisaient toujours trop. Puis, on n'est pas capable de manger ce qu'ils voulaient, la quantité qu'ils voulaient qu'on mange, on n'était pas capable. On n'était pas capable de manger cette quantité-là. C'était une expérience intéressante avec eux autres. Tu t'enrichis beaucoup des autres cultures. Oui, il faut, parce que faire du bénévolat, puis où tu retires rien, à un moment donné, ça devient plate, puis tu te désintéresses. Alors, il faut trouver qu'est-ce qui te motive. Les passionnés, pour les connaître, là, je veux dire, c'est des gens qui carburent à toutes ces choses-là. Tout ce qu'on peut aller chercher, parce que
le bonheur leur vient, les passionnés, là, de toutes ces interactions, etc. Un passionné, c'est pas un ascète là, qui va aller méditer dans le bois. C'est absolument pas. Mais Robert, en terminant, qu'est-ce que tu voudrais que les Mascoutins retiennent de toi? Qu'est-ce que tu penses que tu vas léguer, toi, aux Mascoutins? C'est sûr et certain que, la justice, pour moi, c'est important de remettre ce qu'on a reçu aux autres. Peu importe la façon, il faut partager. Puis, ça unit les peuples. Quand tu penses juste à ton nombril, ça désunit, tant qu'à moi. Si on partage, que ce soit des visions, que ce soit des biens alimentaires ou autres, que ce soit des idées, mais le partage, ça enrichit une communauté. Et moi, ma participation à la Société Saint-Jean-Baptiste, protection de la langue, l'histoire, culture et le patrimoine. Les 4 éléments très importants à la Société Saint-Jean-Baptiste. Au niveau de la maison de la famille, c'est l'aide aux gens qui n'ont pas beaucoup de revenus et l'immigration. Solidarité populaire Richelieu-Yamaska, c'est l'aide, c'est les communications qu'on facilite au niveau des autres groupes communautaires. Et à chaque mois, il y a un débat ou une conférence sur un sujet qui préoccupe la communauté. OK. Donc, Robert, c'est un homme qui à 75 ans, connaît ses passions, ses valeurs et qui, par ses 3 implications, tente de les amener dans la communauté. Bien, moi, en terminant, je pourrais te dire que ce que j'en sais, tu le fais très bien. On est très content que tu aies accepté notre invitation. On peut permettre à des gens de connaître un Robert Marquette, une personne engagée, droite, une personne avec de grandes valeurs, une belle sagesse. Au nom de tous les Mascoutins, je te remercie d'être la personne que tu es. Je remercie Mascatel de faire ces capsules-là parce que c'est l'histoire qui rend différentes histoires qui sont racontées par des gens qui en ont vécu des bouts et qui permettent à l'autre génération de pouvoir connaître ce qui s'est passé avant. La Chine faisait ça dans les années 60-70, où les personnes âgées, c'est eux autres qui enseignaient l'histoire passée dans les classes. Okay. Alors, à chaque classe, il y avait des personnes âgées qui venaient compter comment ils avaient vécu l'histoire. Donc, sans le savoir, on est allé chercher un modèle. Ouais, vous avez un modèle chinois. Bon, avec toutes les variables possibles, mais vous avez un modèle. Moi, je trouve ça fantastique d'avoir fait ça. Ça fait chaud au cœur de l'entendre parce qu'on le fait pour ça. Moi, j'ai mes passions aussi, puis ça fait partie. Moi, une de mes passions, c'est de donner, d'enseigner. Ce que moi j'apprends, j'aime le partager, puis de faire en sorte que les gens pas juste l'entendent, mais le comprennent et l'assimilent. Et tu es un de ces invités-là qui nous permet d'avancer dans ce sens-là. En terminant, j'aimerais remercier nos téléspectateurs qui nous suivent assidûment et les inviter à revenir à la prochaine émission de On a tous une histoire à raconter et remercier sincèrement la maison ici, Sheraton, de nous accueillir généreusement dans ses locaux.